Le rôle des syndicats, eh bien, ça a été plutôt de dire attention, il faut arrêter plus les chaînes de production, il faut arrêter plus les services publics. Et je pense que là, il y a une lourde responsabilité de la part de nos syndicats de salariés Alors, dans le surcoût pour la France et le surcoût en termes de chômage. Moi, je vois bien qu'elle revendique le fait que les ouvriers continuent à travailler, vu qu'elle ne travaille pas sur les chaînes de montage et que du coup, elle serait plutôt dans la position inverse, c'est-à-dire à minima de télétravailler. Donc la réalité, on l'a vu pendant la période du confinement, il y a énormément d'entreprises. Il y avait notamment des statistiques qui montraient qu'il y avait plus de 55% des ouvriers qui continuent à travailler sur site, quand vous aviez plus de 95% des cadres et cadres supérieurs qui, eux, étaient soit en télétravail, soit à domicile. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont travaillé durant le confinement, ça s'est vu. Je vous rappelle souvent cette phrase d'un éditorialiste qui est sur LCI, Dominique Seux aussi également, qui disait à quel point durant la crise, pendant cette crise sanitaire, on a vu qu'est-ce qu'étaient les antagonismes de classe, que c'était celles et ceux qui étaient au plus bas de l'échelle qui étaient les plus utiles à l'humanité, que ce soit dans la grande distribution, mais que ce soit les femmes de nettoyage dans les gares, dans les usines et autres. Enfin, il y a énormément de gens qui ont travaillé, notamment dans le service public. Nous, à la SNCF, à la RATP, ailleurs, on a continué à transporter les gens, on a continué à faire des travaux, parfois même beaucoup plus, parce que dans l'entretien du réseau, chez SNCF Réseau, ils ont profité de l'accalmie, on va dire, des trains qui ne tournaient moins la nuit pour essayer d'accentuer sur les travaux. Donc ça, je ne peux pas l'entendre. Sur la question des syndicats, excusez-moi, moi je suis pour... je pense que dans cette période-là, s'il y a bien quelque chose qu'on a remarqué, c'est l'atonie des directions syndicales. Et notamment, je pense que le gouvernement, avec Jean Castex et les bisbilles qui sont en train de se faire entre le fait de réhabiliter Nicole Notat, d'essayer, on l'a vu dans le Canard enchaîné, d'essayer de recoopter Jean-Claude Mailly pour enfin négocier le Ségur de la santé. On voit ce qu'est devenu l'État dans la santé, on voit le personnel de santé qui aujourd'hui est au bord du burn-out. Énormément ont démissionné, énormément aujourd'hui... C'est la faute de la bureaucratie, c'est pas la faute du manque de moyens. Je considère que si on avait entendu, en tout cas, ce que disait Madame Verdier, c'est-à-dire d'arrêter les chaînes de montage, je le saurais en tant que syndicaliste. Maintenant, ce que j'ai entendu, c'est de la part de syndicalistes conscients pendant la période, notamment chez PSA ou dans l'aéronautique, qui disaient, écoutez, vous êtes en train de nous parler de production non essentielle, de production essentielle au pays. Je vais vous donner ce qui s'est passé chez Airbus. Airbus aurait dû, d'après les informations de l'allocution d'Emmanuel Macron, de fermer parce que c'était une société qui était non essentielle. Mais ils ont requalifié comment dire, l'utilité de l'entreprise pour pouvoir faire tourner Airbus. Chez Safran, on fabriquait des nacelles. Il y a quand même un deux poids deux mesures entre se dire on confine tout le monde, c'est priorité à la santé, à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire l'agroalimentaire et autres. Et de l'autre côté, vous avez des personnes à Saint-Nazaire qui fabriquent des nacelles. J'avais même une amie, vous savez, Éric Brunet, elle étiquetait des bouteilles de vin. Vous imaginez, vous, pendant le confinement, on vous dit il faut rester chez vous, arrêtez de sortir. Il y avait ces bandeaux sur toutes les chaînes info, restez chez vous, ces mesures dans la santé, des médecins qui faisaient des vidéos pour dire s'il vous plaît, aidez-nous, restez chez vous. Et de l'autre côté, vous avez personnes dans des usines qui étiquetent des bouteilles de vin. Il y a quand même un deux poids deux mesures. Oui. On oublie en fait un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on essaye de pointer des syndicats où je sais, enfin bon, il y a quand même quelque chose de particulier quand on voit notamment l'ordonnance du mois de mai 2020, la fameuse ordonnance qu'on appelle l'effet d'aubaine pour les entreprises, où par exemple des patrons comme Alexis Mullier de la famille Mullier, le groupe Auchan, qui auto-rachète Alinéa, qui liquide en fait ses avoirs, c'est-à-dire les dettes qu'il avait notamment, pardon, et non pas les avoirs, mais les dettes qu'il avait, au passage, récupère son entreprise et supprime 990 emplois. Il y a l'automobiliste Inteva qui, pareil, va supprimer une usine plus la moitié d'une autre usine et récupère, pareil, il se met auto-acquéreur de son usine. Orchestra, c'est pareil de la même manière, c'est-à-dire qu'on a un effet d'aubaine. Une deuxième chose qui vient d'être sortie, je pense que toutes les personnes ici autour de cette table l'ont lu, c'est pas le rapport du Parti communiste, c'est le rapport de UBS. La banque UBS a sorti un rapport accablant sur les patrons et les milliardaires français en montrant que la France et les milliardaires français ont eu plus 45% de richesse supplémentaire entre 2019 et 2020. Il y a encore une dernière chose pour essayer d'oublier un peu le service public et les gens qui ont conduit les bus et les trains. Mais quand même, on a un certain nombre de patrons. Lorsqu'il y a eu la première enquête sur 3000 entreprises menée par Madame Pénicaud à l'époque quand elle était encore là, sur plus de 3000 entreprises, il y avait plus de la moitié dans lesquelles il y avait des dérives vis-à-vis de l'utilisation du chômage partiel. Donc moi, je veux bien qu'on aille taper les prolétaires, mais quand on promet excusez-moi Eric et je termine là-dessus, quand on promet des primes
Covid-19, des 1000 euros, des 2000 euros, et que derrière, on est en train de regarder qui a fait du temps partiel. Vous savez, il y a même des infirmiers et des infirmières, des personnes en intérim qui n'ont pas touché cette prime Covid-19, alors qu'à un moment donné, c'est pas possible. Les gens ont travaillé, étaient en première ligne, pendant que d'autres étaient en train de faire du running quai de Gemap à Paris, et derrière, on est en train d'aller chercher des poux sur les petits travailleurs. C'est pas possible. Mesdames, messieurs. Il y a aussi un État suradministré, tétanisé par la règle. Ouais. C'est typiquement Alors, le ministère de la Santé ou le ministère de l'Environnement. Je ne veux pas vous sembler obsessionnel, mais celui-là que vous me décrivez, il est l'État profond, et celui-là, il est soviétoïde. C'est un État soviétoïde. C'est la technostructure, l'État profond. C'est la règle, mais la Brejnev. Lui, je ne dirais pas qu'il est soviétoïde. Anas Kazim. Déjà, si l'hôpital public en France, il était sous contrôle ouvrier et contrôle en tout cas du personnel de santé, ça se serait. On n'aurait pas perdu 100 lits en réanimation entre le moment où on a perdu 30 000 morts. Je pense qu'en tout cas, Qu'est-ce que vous ne souhaitez pas? Les syndicats ne sont pas toujours les meilleurs défenseurs de l'outil, de l'entreprise, de l'esprit de l'entreprise. Souvent, c'est bien. C'est pas notre rôle. C'est pas le rôle des syndicats. C'est pas de défendre le patron. Je comprends qu'on ait besoin d'avoir des syndicats, et notamment on prend souvent la référence de l'Allemagne parce qu'on a des syndicats en Allemagne qui sont totalement dans la collaboration de classe avec le patron. Mais bon, faut pas oublier qu'en Allemagne, il y a 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, de travailleurs pauvres en tout cas, de gens qui travaillent parfois pour 1 euro. Mais je vous ai écouté avec une attention religieuse ou laïque, si vous préférez. Et j'aimerais qu'on puisse m'écouter. Quand j'écoute Madame, j'ai l'impression ça va quoi, ça va en France en final. C'est un peu entre le Club Med et Tahiti, on est bien. On a le Covid-19 qui vient. Je crois pas avoir dit ça. J'ai pas le sentiment de me. Je vous ai écouté, Madame. Juste écoutez-moi, s'il vous plaît. Voilà. J'ai respecté votre moment de parole et respecté le mien, s'il vous plaît. On a une période de Covid qui tombe à pic, si je puis dire, pour les entreprises, dans le sens où la crise économique, elle était annoncée déjà par énormément de spécialistes. Déjà, c'était prévu pour 2020-2021. La crise du Covid-19 n'a été qu'un accélérateur à particules, si je puis dire, de ce qui allait arriver. La crise dans l'aéro, la crise dans l'automobile, c'était déjà prévu. C'est notamment des effets d'une politique de surproduction. On a dit, on va faire des avions, on va produire, etc., etc. Et on va avoir autant de clients. Pas sur l'aéronautique, sur les voitures, oui. Sur les voitures, dans la métallurgie. Il peut y changer quand même. Pascal, juste si... Oui. Après, il n'y a pas de problème. Mais si je peux essayer de terminer un propos, je suis un peu minoritaire ici. Donc, voilà. Vous êtes pas minoritaire. Oui. Je vais vous en tout cas, c'est pas moi. Je vais vous l'expliquer. À vos côtés. Merci. Anas, je suis là maintenant. Mais même minoritaire, c'est pas très grave. Mais il faut être juste. 90 000 emplois supprimés dans la métallurgie. On a une crise économique qui est assez incroyable. Madame ne parle pas, notamment qu'il y a 390 plans sociaux actuellement depuis le Covid, il y a 700 000 chômeurs de plus, il y a 1 million de personnes qui viennent de basculer sous le seuil de pauvreté. En plus, on est dans un pays déjà qui comptait plus de 6 millions de chômeurs, 9 millions et demi de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté, 200 000 SDF, écoutez, c'est les chiffres. Il faut qu'on discute de choses sérieuses. Si tu m'expliques que la nuit il fait jour, on peut pas être d'accord. Oui, mais tu pourras démontrer, Pascal, après que ce que je dis est faux avec source. Il faut vous laisser continuer. Sans intervenir. C'est difficile. Bon. Si je peux terminer. Ouais, donc, on a quand même toute une politique. On nous a dit qu'avec Emmanuel Macron, la politique du ruissellement, etc. Oh mon Dieu, fallait pas parler de l'ISF, mais les riches vont partir. Toutes les études d'économistes de tous les pays du monde ont démontré par A plus B que l'ISF, avec ou sans, ne faisait pas partir ou venir des milliardaires. Le CICE... c'est bien de revenir. Mais écoute, mais non. Ils sont venus. Regardez Forbes, regardez les études, le challenge. Mais écoutez, c'est pas. France Stratégie. Je ne prends pas. Vous voulez que je vous dise encore une personne qui a dit que la politique du ruissellement ne fonctionnait pas? C'est pas Rosa Luxembourg, c'est Christine Lagarde. Christine Lagarde, patronne du FMI, elle a dit la politique du ruissellement ne fonctionne dans aucun pays. Je termine. Moment d'égarement. Je termine là-dessus. On a quand même, tout à l'heure, madame, je vous ai interpellé sur le fait que le patron d'Orchestra, Pierre Mestre, quand même, extraordinaire, 690 millions d'euros de dette
qu'est-ce qu'il fait? Il liquide son entreprise, il va devant le tribunal du commerce et il récupère son entreprise avec quasiment plus d'un demi-milliard qui disparaissent. Et de l'autre côté, on a 1 million de personnes qui viennent de basculer sous le seuil de pauvreté. Alinéa, la famille Mullier, top 3 des familles les plus riches de France, qui liquide Alinéa. Et au passage, sur 2000 employés, il y en a 990 qui sont sur le carreau. Et vous êtes en train de nous expliquer que pour les patrons, moi je veux le dire et je terminerai là-dessus, je suis ouvrier, prolétaire à la SNCF, mais je suis en toute solidarité. Je suis en toute solidarité. Oui. Bah écoutez, allez manœuvrer des leviers Saxby qui datent de 1926 dans mon poste et vous allez voir. Aussi, je termine, oui, mais monsieur Le Guen, en tout cas, entre vous et moi, je suis plutôt du côté du prolétariat que vous. Mais ce que je voulais dire... Prolétariat, vu la manière dont vous le pensez, c'est-à-dire à peu près comme Lénine en 1917, je pense que vous ne l'avez pas rencontré depuis longtemps. Bon, d'accord, mais la définition du prolétariat, monsieur Le Guen, ce sont des personnes qui n'ont que leur force de travail pour pouvoir vivre. Non, mais j'ai fait des études marxistes aussi, rassurez-vous. C'est ça qui est dommage. On peut même parler de l'histoire du mouvement ouvrier, j'ai pas de problème. Vous les avez oubliés, c'est ça qui est... Est-ce que je peux terminer? C'est difficile. Non, mais en fait, ça boucle. Oui, mais non, mais... Ça ne boucle pas. Je sais que je vous dérange. Je sais que les 690 millions d'euros de Pierre Mestre vous dérangent. Je veux juste dire une chose, parce que je pense qu'on les a oubliés. Ce sont les petits indépendants, les patrons de troquets, de salons de coiffure et autres qui aujourd'hui sont en train de mettre la clé sous la porte et qu'avec la politique du couvre-feu, il faut arrêter de faire croire aux gens qu'il y a des personnes qui vont aller au restaurant à 19h et qui vont courir à 20h30 prendre le métro. Les restaurants vont fermer le soir, ils vont perdre du monde. Derrière, c'est le petit pêcheur, c'est le petit paysan. C'est un certain nombre de personnes qui, au final, vont payer de cette crise. Et Monsieur Pierre Mestre de Orchestra, pour lui, il vient de liquider 690 millions d'euros. C'est bon. Alors, Anas, on est quand même des bons compagnons. Anas, oui, parce qu'on vous a quand même... Vous faites de l'agite-propre. Vous faites de l'agite-propre. J'ai 2 temps de parole. C'est très gramsciste. Voilà, exactement. Anas, avec tout le respect que je vous dois pour ce que vous défendez, avec beaucoup de ferveur... Moi, je ne m'appelle pas par votre prénom. Ok, d'accord, monsieur. J'ai bien compris, et ça ne me dérangerait pas parce que vous vous tutoyez tous et vous me vous voyez, donc ça ne me dérangerait absolument pas. Votre rôle, j'ai bien compris, n'est pas de défendre le patron, j'ai bien compris, mais les petits coiffeurs, les petits troquets qui ont aussi des employés, moi mon rôle, il n'est pas de détruire de l'emploi, moi mon rôle, il est de créer, de maintenir de l'emploi tous les jours, comme tous mes confrères patrons de PME qui ont créé leur boîte, qui ont créé de l'emploi. Donc je ne comprends pas votre posture en ce moment. En fait, je ne la comprends pas. Je la comprends pas. Pourquoi il y a 700 000 chômeurs de plus? Tous les matins, je ne me réveille pas. Tous les matins, je ne me réveille pas en me disant quel emploi je vais dégommer. Donc je ne comprends pas cette diabolisation que vous faites dans un moment critique pour les entreprises, de dire que comme par hasard, on ferait exprès en ce moment d'utiliser possiblement la crise sanitaire et économique qui est devant nous. Vous trouvez normal, Pierre Mestre, le patron d'Orchestra, répondait là-dessus. C'est quand même l'ordonnance Covid. C'est l'ordonnance du mois de mai. Arrêtez. Vous tolérez ça, vous, en tant que numéro 2 du... Je peux donner un mot d'explication.